Journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte marqué par une crise sanitaire du fait de la maladie à coronavirus. Au moment où l'on célèbre cette journée, quelle est la météo de la presse locale? Le premier sujet de réflexion ce dimanche dans le cadre de cette autre livraison de cet hebdo. Comme toujours, des invités choisis sur le volet sont déjà en plateau. Le second sujet s'articulera autour de l'avenir des partis politiques de l'opposition. Et si opposition, il en existe encore vraiment au Cameroun, au regard du spectacle qu'elle livre aux populations depuis un certain temps. Le troisième et dernier sujet, quant à lui, porte sur la lutte contre le coronavirus, avec un accent particulier sur la nouvelle mesure prise il y a quelques jours par le gouvernement. Ceci dit, bienvenue, mesdames, messieurs, à cet hebdo. C'est une nouvelle émission. Des invités sont déjà en plateau pour le premier sujet. Tout d'abord, on commence avec le communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Luther André Meka. Bon après-midi. Bon après-midi et bon, j'allais dire bonjour à tous les téléspectateurs de STV, excusez-moi, et de cet hebdo. Je prends également ici l'occasion pour saluer la mémoire d'un grand homme politique, l'honorable Mandam, qui s'en est allé. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer sa mémoire et je voudrais une fois de plus adresser toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Alors, avec vous, j'aimerais avoir votre analyse. L'archevêque métropolitain de Douala déclare de façon officielle avoir mis sur pied un produit à même d'anéantir le Covid-19. Oui, disons que toutes les initiatives qui portent à mettre une empreinte médicale nationale au niveau national et international, toutes ces empreintes sont les bienvenues. Donc, pour moi, c'est important que Monseigneur Cléda, que nous connaissons comme naturopathe, puisse, n'est-ce pas, travailler dans ce sens. C'est aussi une très bonne contribution de l'homme de l'Église qu'il est. Mais il est important tout de même de dire que cette pharmacopée qui abonde et notamment qui peut sauver des vies doit être encadrée notamment sur le plan des dosages, sur le plan du traitement et sur le plan, n'est-ce pas, de voir s'il n'y a pas des effets secondaires. Et en cela, je pense qu'il est important que le ministère de la Santé puisse se saisir de ces dossiers, se saisir, n'est-ce pas, de ces potions, ces décoctions, pour que ce soit, n'est-ce pas, des produits améliorés et que ce soit des produits qui sont vraiment adaptés à la consommation. Parce que je ne suis pas médecin, mais je sais qu'il y a des potions, il y a des remèdes, des traitements qui sied à l'anatomie ou à la morphologie d'un individu. Donc c'est important d'encadrer tout cela. Mais c'est bien déjà cela, et je crois qu'il y a d'autres expertises. J'ai entendu parler de Dr Peyou Ndissamba également, qui a un traitement. Je crois que c'est important d'encadrer tout cela. D'accord. Autre invité, pas de moindre, habitué de ce plateau, déjà parce qu'il élabore la casquette de consultant de cette émission. Vous savez de qui il est question. Denis Kwebo, journaliste et désormais enquêteur de presse. Bon après-midi, Denis. Bon après-midi. Merci. Salut à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je suis là avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Répondant au ministre de l'administration territoriale, Denis Kwebo, les compagnies de téléphonie mobile MTN et Orange Cameroun disent ne pas reconnaître dans leurs fichiers les comptes de l'association Survival Cameroun. Quelle analyse en faites-vous? Alors, si vous voulez qu'on vous dise la vérité, cette affaire est devenue soit une nébuleuse ou un serpent de mer, parce que j'ai suivi de la bouche même du principal dirigeant du NRC que Survival Cameroun avait été une association, était déconnectée entièrement de la structure NRC, et qu'à ce titre-là, on y avait nommé suffisamment de gens qui n'appartenaient pas au parti. Mais au fil des jours, on ne comprend plus rien. On ne sait pas si, et là, parce qu'il faut ajouter que les compagnies disent que Survival n'a pas de compte. Par contre, il y a des comptes enregistrés au nom du NRC. Je crois qu'il fallait poser la question aux dirigeants du NRC pour savoir si l'initiative Survival est une initiative du parti et une entité, une structure du parti, auquel cas
pourquoi, on comprendrait pourquoi est-ce que les comptes qui ont été communiqués sont les comptes du parti. Donc je ne crois pas que il faut clarifier suffisamment cette affaire. Il ne me revient pas de le faire. Il faudrait que de plus en plus... Vous savez, il y a eu le cas d'un ministre sous le gouvernement de Biya, le ministre Biti Sam, qui avait juste eu le temps de placer des fonds mis à sa disposition dans son compte parce qu'il craignait un cambriolage. Les sous ont été retirés le lendemain et mis à disposition de qui des droits. Il y avait eu un tollé général au niveau du Cameroun parce qu'on estimait que les fonds publics ne devaient pas se retrouver dans un fonds privé. Maintenant, s'il y a une initiative louable, entre guillemets, de contribuer pour aider à lutter contre le Covid-19, il faut qu'il soit clairement dit si cette initiative est l'initiative d'un parti politique ou l'initiative d'une association. Si c'est l'initiative d'une association, il est extraordinaire que les comptes de la dite association soient confondus avec les comptes d'un parti politique, sans préjudice de l'explication que les promoteurs pourraient donner. De toute façon, au début, j'avais cru entendre que la banque qui avait été saisie avait refusé, n'est-ce pas, de se soumettre aux injonctions du MINAD. Cette fois-ci, on se rend compte que, en réalité, l'administration territoriale a eu raison de cette initiative-là, puisque les compagnies de téléphonie mobile ont indiqué qu'ils ont procédé effectivement à la fermeture des comptes en question. Donc, force à la loi et force aussi au respect des institutions qu'il ne faut pas confondre avec les individus qui les incarnent, parce que très souvent pour masquer sa défiance, masquer leur défiance, des individus qui soient de pouvoir ou de l'opposition ont tendance à confondre les individus aux institutions de la République. Or, ceux qui sont ministres, qui sont à la présidence ou au sein de toutes les autres institutions de la République passent, mais ces institutions-là restent. Donc, on peut ne pas aimer les personnes qui y sont, mais savoir que, en tout état de cause, que ce soit nous ou un autre qui dirige les affaires du pays, les institutions doivent être respectées. D'accord, c'est bien compris. Denis Kobo, petite transition pour annoncer le premier sujet. La 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse arrive dans un contexte marqué par une crise sanitaire qui affecte non pas seulement le Cameroun, mais le reste du monde. Il y a également que le réseau des patrons de presse pointe un doigt accusateur au gouvernement qui, d'après lui, est en grande partie à l'origine des misères infligées aux entreprises de presse. Le dit réseau souligne, par exemple, le non-déblocage à temps de l'appui institutionnel de l'État, anciennement appelé aide à la presse à capitaux privés, l'accumulation des aérés de paiement des prestations dues à la presse au Trésor public, entre autres. Nous aurons d'ailleurs au bout de la ligne tout à l'heure un des représentants de ce réseau de patrons de presse. Il nous dira exactement ce qu'il en est. On va rappeler qu'ils ont annoncé pour aujourd'hui, presse morte. Qu'en est-il exactement? On le saura. Alors, Denis Kobo, que vous inspire déjà cette position du réseau des patrons de la presse? Je serai mesuré parce que nous sommes le 3 mai pour ne pas en dire des mots justes, parce que les journalistes du Cameroun mènent de nombreux combats depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, le Conseil national de la communication a fermé un certain nombre de médias, et alors que les journalistes se liguaient contre cette fermeture, ce sont certains organes de presse, aux ordres de la France et aux ordres de certaines officines qui étaient montés au créneau pour combattre un organe de presse frappé de fermeture. Quand les journalistes célèbrent souvent le 3 mai, dans la rue, ceux que vous appelez les patrons de presse, ou supposés tels, qui sont dans les salons de Yaoundé en réunion, en conclave. Donc c'est scandaleux d'entendre certains patrons de presse dire qu'on ne paye pas leurs factures à temps, de dire qu'on ne verse pas à temps
l'aide à la communication privée, vous voyez que c'est un document essentiellement égoïste et ça traduit, n'est-ce pas, l'état d'esprit de ceux qui prétendent promouvoir un certain nombre de médias chez nous. Parce que pour des gens qui n'ont jamais payé 1 franc à la CNPS, parce que c'est rare de voir un journaliste camerounais qui a eu 1 franc de cotisation à la CNPS, vous pouvez vérifier. C'est rare de voir un journaliste camerounais qui a un contrat de travail. C'est-à-dire que ceux qui ne donnent pas de contrat de travail, qui ne payent pas de CNPS à leurs employés, qui ne payent pas de salaire et qui ne savent pas que la fin du mois, au terme de la loi, c'est au plus tard le 5, ne peuvent pas quand même trouver une fuite en avant aussi grossière. Il faut arrêter de se donner en spectacle. Vous voyez, parce que les gens sont touchés au fond d'eux-mêmes. Là, je suis surpris du mélange parce qu'on dit qu'il s'agit d'un réseau. Nous sommes, en tant que journalistes, réunis au sein d'un syndicat de journalistes, enregistrés au greffe des syndicats, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En toute légalité, il serait bon qu'on parle des entités qui ont une personnalité juridique. Donc, le réseau dont vous parlez, moi, c'est la première fois, c'est depuis hier, j'entends parler d'un réseau. Est-ce que c'est un syndicat? Est-ce que c'est une association? Alors, les revendications qu'il pose sont soutenues par quelle convention, par quelle loi? D'accord. Quand nous, on revendique notre salaire, on revendique sous la loi. En tant que syndicat, on revendique sous la loi. Donc, ces réseaux, ces regroupements qui naissent le temps d'aller, il y en a qui sont nés parce qu'il fallait aller à la présidence chercher l'argent en 2018. La position du syndicat national des jeunes du Cameroun est que les problèmes de la presse en tant que corporation ne peuvent être posés que dans un cadre tripartite. À savoir, l'État qui habite, parce que c'est l'État qui habite chez nous, l'État est autour d'une table, les employeurs de presse regroupés en syndicats, les travailleurs des médias regroupés en syndicats. C'est seul et uniquement sous ce cadre légal-là qu'on peut discuter. On ne peut pas avoir n'importe qui se lever dans un coin au nom d'un réseau, au nom d'un regroupement ou parler au nom d'une corporation. Alors, moi j'ai vu la déclaration du réseau, sauf qu'il n'y a aucun signataire. Et ça prête à la confusion. S'ils veulent poser des revendications, parce que ça concerne, si on va arrêter le travail lundi, ça concerne les travailleurs. Est-ce que les travailleurs ont été consultés? Non. Quelle est cette revendication? Quelle est cette grève que quelqu'un décide autour d'aucune structure organisée, légale et annoncée sur les réseaux sociaux? Il faut arrêter de faire cela. Et toujours dans ce document-là, il faut dire que les problèmes de la presse n'ont rien à voir avec le gouvernement. Tous les patrons de presse, à 80%, roulent carrosse. Ils ont une fortune au moins visible. Et on ne peut pas parler de misère de la presse, là où les promoteurs vivent bien, à côté des employés qui, vous savez à quoi est-ce que les employés de presse, si je n'étais pas libre, vous voyez, quand j'étais en prison, je n'étais pas comme ça. Tous les travailleurs de presse souffrent, tandis que les promoteurs, cela coule douce. D'accord, c'est compris. Il faut que l'État refuse la surenchère et invite les uns et les autres à se mettre en règle, soit au sein d'une association, soit au sein d'un syndicat pour qu'on puisse parler en homme civilisé. Luther André Meka, le réseau des patrons évoque la non-mise en œuvre des recommandations pertinentes des États généraux de la communication de 2012, notamment le non-toilettage de la loi sur la communication sociale au Cameroun. Avez-vous l'impression que c'est fait à dessein par le pouvoir public au fin d'avoir un total contrôle de la presse? Je dois d'abord dire que quand on investit, c'est une propriété privée, c'est-à-dire on investit sur le champ économique. Donc, il faut savoir qu'il y a la presse, il y a l'entreprise de presse. Quand on parle d'entreprise de presse, c'est-à-dire c'est une organisation marchande. C'est une entreprise marchande qui vend le produit. Et le produit qui est vendu, c'est l'information. Donc il y a une totale confusion entre l'entreprise de presse et notamment la presse. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des investisseurs qui pensent qu'ils vont investir dans le champ de la presse et se faire financer par l'État. Ce que je voudrais expliquer, c'est que lorsque vous lancez une entreprise, vous devez avoir un capital et vous devez avoir un certain nombre d'éléments qui vous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir assurer votre entreprise, notamment les charges fixes, c'est-à-dire il faut notamment un capital
permanent. Lorsque vous lancez même une entreprise de presse, il est important d'avoir un capital permanent pour rouler, pour que l'entreprise démarre même pendant 1 an, avec des salaires. Et également avoir des assurances que l'entreprise pourra ne pas démarrer et que l'entreprise pourra faire des bénéfices. Le véritable problème de la presse aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui se lancent dans la presse. Vous allez voir que sur les plus de 500 titres qu'il y a moins de 6 titres de journaux qui paraissent régulièrement et qui sont un peu structurés. Et vous allez constater qu'il y a effectivement une adéquation entre le niveau de vie du patronat et le niveau de vie des journalistes. Vous allez voir un monsieur qui se lance dans la presse, qui n'a aucune structure et dont l'entreprise se trouve dans la mallette, qui commence à faire fortune, qui construit des villas, qui roule carrosse, pendant que ces quelques journalistes pigistes qu'il a pris, n'est-ce pas, sont effectivement dans la disette. Donc il est important que sur le plan structurel, qu'il y ait véritablement des entreprises de presse qui ont un capital et qui travaillent dans le cadre, n'est-ce pas, de pouvoir faire des bénéfices. On va me dire effectivement que l'entreprise vit par rapport aux ventes des journaux, l'abonnement et, n'est-ce pas, à un certain nombre de financements qu'il peut y avoir. Mais également, il faudrait aussi que la presse s'adapte au changement de paradigme numérique. Et c'est ce changement de paradigme numérique auquel beaucoup d'éditeurs s'accrochent et qui n'ont pas pu faire cette prévision. Moi, je parle en tant que journaliste parce que j'ai été formé à CIFI International et au Messager. Jean-Vincent Timion, lorsqu'il a été DP, a été l'un des pionniers à expérimenter la presse cybernétique, notamment dans le cadre numérique. Et dans ce cadre-là, il est important que si les contenus sont édifiants, s'il y a un certain nombre d'informations que la presse emmagasine, cela peut être vendu. C'est-à-dire qu'on peut s'abonner à la page et on peut lire, n'est-ce pas, les parutions chaque fois. Je crois que le véritable problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas des structures fiables, des entreprises de presse viables qui puissent, n'est-ce pas, travailler dans le sens à pouvoir véritablement être des entreprises. Alors, Denis Kobo, alors qu'on célèbre aujourd'hui la 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, quelle est à ce jour la météo de la presse locale? Je vais d'abord encore dire un petit mot sur quand on a dressé un tableau noir du patronat de presse tout à l'heure. On y va avec toute la sincérité nécessaire et peut-être que ceux qui nous suivent peuvent ne pas comprendre la profondeur du mal. Pour ceux qui risquent de compter, ceux que les Camerounais lisent la presse ou ils lisaient la presse jusqu'à un certain moment, ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui parce que c'est rare de voir des journaux qui peuvent... Il n'y a aucun journal camerounais dans la presse privée capable de vendre 1000 exemplaires à chaque édition. Ce n'est plus possible, ça c'est un sujet lointain. Vous avez des journaux, aussi on prend un journal spécialisé comme, je peux prendre Kalara, qui veut faire du journalisme, de la chronique judiciaire, il va tirer le diable par la queue parce que les annonceurs ne suivent pas ceux qui ne servent pas des intérêts cachés. Il faut être d'un camp ou de l'autre pour pouvoir bénéficier de la rente. Si bien que les promoteurs des médias qui veulent faire du journalisme ont des problèmes. Donc, dans le cadre de la revendication actuelle, j'aimerais que, et là c'est un appel, avant de passer à votre question, j'aimerais que ceux qui sont encore journalistes, dans les médias, se mettent ensemble avec les journalistes pour poser les problèmes réels. Les problèmes réels de la presse, ça a toujours été l'accès aux sources d'information. Les problèmes réels de la presse, ça a été toujours, parce que toute presse libre n'est libre que parce qu'elle sert uniquement les intérêts du public. Quand on dit du public, le public sans distinction. Vous n'avez pas, un journal ne sert pas l'opposition uniquement ou le pouvoir uniquement, il sert le public de façon générale. Même si les uns peuvent trouver des centres d'intérêt ici et non ailleurs. Quand un organe de presse sert des intérêts autres que l'intérêt du public, la loi devait en réalité l'aider à sortir du circuit pour laisser uniquement les organes de presse. Parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. Tout le monde appelle ce qu'il publie un journal. Mais il y a des journaux qui ne mériteraient pas, dans un pays normal, d'exister. Et ça, vous pouvez vérifier. Moi, je connais les Camerounais qui vont dans les autres pays et qui voient qu'il y a des journaux qui impriment sur le papier A4, en noir, sur blanc, mais qui sont vendus. Notre presse aussi, à un moment donné, a vendu, même quand c'était entièrement censuré, assuré, les gens achetaient. Il y a une crise de confiance entre nous,
les journalistes, la presse et le public. Et toutes les démarches devaient tendre aujourd'hui à réconcilier le public avec notre corporation. Ça, c'est un travail qui doit être fait. Je vous ai parlé, il y a des camarades qui sont journalistes qui devaient quitter tout ce groupe de personnes ne servant pas les intérêts journalistiques pour revenir au centre avec les journalistes travailler. Il faut dire que ce matin, nous avons bien fait de dire que le SNJC a publié une déclaration pour rappeler un peu les contextes dans lesquels les journalistes camerounais travaillent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont sans aucune protection. Aucune. Dans le cadre de la couverture de la pandémie du Covid-19, si vous regardez les médias, c'est avec beaucoup d'efforts que les comptes rendus sont faits. Les journalistes ne disposent pas d'équipements de protection individuelle. Vous n'avez pas des équipements appropriés pour vous rapprocher des centres spéciaux qui s'occupent du Covid, parce que vous pouvez vous faire contaminer. Il y a des médias, Radio Balafon par exemple, qui a sorti des masques de protection pour le personnel. Et il faut noter cela à ce moment précis. Le SNJC a obtenu des masques de protection pour ses membres. Kamasej, qui est l'organisation à l'association des journalistes anglophones, a également sorti, acheté des gels anti-hydroalcooliques, acheté des masques pour les membres. Ça, c'est une démarche importante. Les médias n'ont pas d'assurance pour leur personnel. Donc, dans les zones où vous n'avez pas d'assurance, si quelque chose vous arrive dans le cadre de la couverture du Covid, vous n'avez aucune protection. Ils n'ont pas déjà de sécurité sociale, ils n'ont pas d'assurance. Ça rend difficile, quand on parle de liberté de la presse, la capacité pour les journalistes de rendre compte de l'actualité sans entrave. L'entrave peut être, avant, l'entrave c'était qu'un policier ou un gendarme vous arrêtait. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, au rare de voir un policier ou un gendarme arrêter un journaliste qui est en train d'effectuer un reportage. L'entrave aujourd'hui, c'est que le journaliste n'a pas d'argent pour sortir de sa rédaction, aller sur le terrain. C'est qu'il n'a pas d'argent pour s'acheter un masque à 1000 francs parce que il n'a pas de salaire. Mais le cadre institutionnel, il faut qu'on le repense. Quoique l'État doit appeler autour d'une table les acteurs de la presse pour mettre sur pied une loi sur la presse. La loi sur la presse n'a rien à voir avec toutes les revendications qui sont posées ici. Quand il y a une loi sur la presse, on doit savoir dans quelles conditions juridiques on crée un organe de presse. Vous savez qu'avec 1000 francs CFA, vous avez votre journal ou votre entreprise aujourd'hui, et vous avez 1000 francs et vous prétendez embaucher 60 personnes. Donc on ne peut pas permettre ailleurs, dans les autres pays, si vous allez au Mozambique, même pour devenir journaliste, vous allez payer l'équivalent de 6 millions de francs CFA individuellement pour devenir journaliste. Ici, donc, la loi est carrément permissive pour la création des organes de presse écrite. Non, on devait exiger un minimum. Quand vous dites investisseur, on n'investit pas 1000 francs. Un investisseur, c'est quelqu'un qui trouve un peu d'argent pour prendre un siège, recruter du personnel, payer des impôts à la fin du mois, payer des salaires. Donc il faut que la loi soit claire là-dessus. Il faut que la loi redéfinisse, s'accorde, fasse que nous, on s'accorde sur qui est journaliste, qui ne l'est pas. Parce que c'est monsieur tout le monde qui est journaliste aujourd'hui. C'est monsieur tout le monde qui, vous pouvez compter 700 personnes qui revendiquent une aide à la presse parce qu'avec 1000 francs, ils ont un récépissé. Ce n'est pas avec le récépissé que vous devez demander que l'État vous aide. Vous demandez que l'État vous aide en fonction du nombre d'emplois que votre entreprise charrie, en termes de volume d'informations que vous faites circuler chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Cette loi-là, donc, devait créer le cadre, l'accès aux sources d'informations. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a le code de la presse. Ce n'est plus quand les gens se lèvent pour parler du point de la presse, on dit nous n'avons pas de moyens. Les moyens, ce n'est pas que les moyens financiers. Quand vous prenez un avion en France ou aux États-Unis, vous allez voir qu'à l'intérieur de l'avion, il y a des journaux du pays qui sont disponibles. C'est la loi qui fait en sorte qui oblige les compagnies aériennes à prendre les journaux du pays. Donc si au Cameroun, on oblige les compagnies qui atterrissent 14 fois par semaine d'acheter les journaux camerounais, ça peut faire multiplier les ventes par 5 ans. Il ne faut pas que nous, journalistes, ou ceux qui prétendent être des patrons de presse, pensent que tout ce qui peut faire en sorte que notre corporation vive, c'est le déblocage de l'argent liquide. On peut, avec la signature souveraine de l'État, créer des mécanismes, mettre sur pied des mécanismes pour
faciliter, n'est-ce pas, la circulation de la presse, faciliter le travail des journalistes au quotidien. Si on ne tend pas vers là, et si on reste uniquement dans le cadre de la surenchère où les uns et les autres voudraient avoir un peu de sous pour se construire une maison ou acheter une nouvelle voiture, on ne sera pas en train de parler du développement des entreprises de presse viables. Il ne revient pas au tiers ou à un État de faire pour la presse ce qu'il ne fait pas ou ce qu'on ne fait pas pour les autres opérateurs économiques de campagne. Parce que chaque fois nous portons des revendications sur nous, et si ce sont des revendications à sectaire qui nous concernent nous seuls, on peut faire penser au public que les journalistes veulent se tailler une zone de non-droit, ils veulent avoir la part du lion, ils veulent avoir les facilités que les autres citoyens n'ont pas dans le cadre de l'exercice des médias. Ceux qui créent les cliniques, comment est-ce que ça fonctionne? La clinique médicale. Pourquoi est-ce que la clinique médicale... Denis, on va d'abord prendre un gars Christian qui est donc le directeur de publication de Guardian Post. Il fait partie, n'est-ce pas, du réseau des patrons de presse. On va donc l'avoir au bout du fil dans un court instant afin qu'il nous dise exactement ce qu'il en est, ses revendications, sur quoi est-ce qu'elle s'adosse. On le saura donc dans un court instant, tout en rappelant que l'émission d'aujourd'hui, pour ce qui est du premier sujet, porte sur la liberté de la presse. Alors, Christian, good morning. Good morning. I hope you are doing great today. Yeah, I am. You guys, in the course of a meeting held in Yaoundé, came to a resolution which consists in observing a press day today on the occasion of celebration marking the 27th edition of the World Press Freedom Day. Did you guys hear onto that position today? Yeah, but we are celebrating, commemorating the Press Freedom Day in Cameroon today under a different context for two reasons. First of all, the effect of the coronavirus pandemic, and then we're also looking at our precarious station as media owners. And so it's a day with a lot of challenges. So I'm talking about what people decided to do today. You announced a press day today. No press day. No press day. Tomorrow. No press day tomorrow, which means that we're not going to publish any newspaper. What is sold is not going to publish tomorrow throughout the entire territory. And we actually doing what you can call a sit-down strike of our government's insensitivity to the plight of the private media in Cameroon. We raised a number of issues, topmost among which is the fact that government has been looking away in the effect that has been brought on our economy by COVID-19. The private media has been completely forgotten, and we think we need to draw the attention of the authorities to know that it is in their interest to have a vibrant private media in Cameroon. So tomorrow, we are not going to publish. No newspaper will publish tomorrow. Concretely, what are your grievances? First, we've gone beyond, raising out our concerns in our various publications, and then written even to the authorities to see about coming to the assistance of the private media during this difficult period of coronavirus, which has greatly destroyed the economy of the private press in this country, but nobody seems to be listening. Secondly, the so-called government assistance to the private media is actually, which is in Cameroon, is actually an insult on the private media in Cameroon. You can't dish out less than 250 million to be distributed to more than 600 media organs in this country. It is not done anywhere in this world. And the impression we have is that government doesn't care about the viability and sustainability of the private press in Cameroon. So after so our action is, it is just a first step toward drawing government's attention toward our frustration. We may have to go beyond that.
after tomorrow. All right. Before we take leave of you, what is your analysis as far as the theme of this year is concerned? Yeah, we are talking about journalism without fear or favor. On paper, it is very, very practicable, but in practice, it cannot work in a primitive country like our own, where the authorities see the private media as an party which they must do everything to suppress. They look at the private media in Cameroon as an enemy which they should not give financial strength to, because it will become stronger, we will expose them more and more. And so the theme, journalism without fear or favor, does not hold in our context. You must fear, and you may be tempted to favor, because you need one or two favors from a government official or from government. And so it makes the whole complete nonsense about the way the private media functions and has been functioning in this country. And unfortunately, we have a regime that glorifies itself in the manner in which the private press functions in Cameroon. We have two types of media houses, private media houses in Cameroon. You have the one that is authentic, few of us, as they say, but the majority of them are newspapers that you call them suitcase newspapers that are run by regime officials to counter what the real newspapers, the real media organs are saying critically of government. And so government takes pride in glorifying that kind of confused atmosphere where you cannot decipher between an objective press, a real press, and the one that they have been spin doctoring to play the kind of music they want to hear. All right, thank you very much and have a nice Sunday. Thank you very much. Alors André Luther Meka, il y a un thème qui a été choisi pour cette 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse, le journalisme sans crainte ni complaisance. Alors ce thème, qu'en dit-il selon vous avec la réalité, la pratique du journaliste sur le terrain au Cameroun? Tout à fait. Moi je crois que ça cadre avec la réalité du journalisme sur le terrain. Parce que je pense que, moi je l'ai toujours dit lorsque je passe sur les plateaux, que le Cameroun est l'un des pays en Afrique et même au monde qui favorise la liberté d'expression et la liberté de la presse. Parce que aujourd'hui il y a quand même une liberté de ton. Une liberté de ton, et je crois que la presse camerounaise influence la sous-région et l'Afrique. Donc il y a des gens qui s'en étonnent, non seulement de leur émancipation, mais également aussi de leurs compétences. Parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas dire que la presse camerounaise, dans son travail, n'est pas compétente. Mais le véritable problème que nous avons, c'est, je crois que M. Denis Kobo a parlé, la qualité de journaliste. Parce que le journalisme ne veut pas dire qu'on est dans le libertinage ou qu'on ne respecte pas le cadre de la loi. Parce que jusqu'à présent, il y a le respect de l'honorabilité des individus, il y a la loi sur l'injure, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de lois qui encadrent, n'est-ce pas, notre pays et qui devraient encadrer la presse. Il y a beaucoup de journalistes qui croient que quand on est journaliste, on peut tout dire, on peut tout faire. Et c'est véritablement ça le problème. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important que le journaliste sache qu'il a une responsabilité sociale et qu'il doit travailler dans un cadre réglementaire. Pour parler notamment des problèmes de la presse, je crois que l'un des problèmes de la presse aussi, c'est le fait de la formation du journaliste et de la connaissance du journaliste, n'est-ce pas, des lois qui encadrent la République. Parce que beaucoup ne connaissent pas, n'est-ce pas, les lois. Et c'est pour ça qu'il y a les délits de presse. On insulte les autorités, on insulte des individus. Il y a des titres tout à fait, j'allais dire, asociaux, qui ne permettent pas qu'on puisse donner une certaine valeur aux journalistes. Il y a un véritable problème sur la distribution des journaux au Cameroun. Je crois que c'est l'un des problèmes fondamentaux. À l'époque, Messa Presse distribuait ses journaux et prenait 40% des ventes. Et je crois que les éditeurs se débrouillaient à donner 25% à ceux qui
qui étaient à la criée. Et cela a créé un problème. Je crois que les éditeurs ont pu reprendre la redistribution. Mais jusqu'aujourd'hui, les journaux n'arrivent pas, n'est-ce pas, à apparaître dans tout le pays, notamment au nord. Il n'y a qu'un seul kiosque au nord. Et il y a ce problème qui est important. Il y a aussi le problème de la traçabilité, n'est-ce pas, des revenus dans la presse. Vous n'allez jamais voir une entreprise de presse qui vous dit, si vous voulez apporter une contribution dans votre journal, voici notre compte. Vous envoyez l'argent dans le compte du journal, vous allez constater que la plupart des perceptions se font, n'est-ce pas, à la main. C'est-à-dire que c'est le propriétaire de la presse qui part toucher de l'argent et il n'y a pas une comptabilité fiable par rapport, n'est-ce pas, au journaux. Vous n'allez pas voir un service financier qui fait la comptabilité chaque mois et qui essaie, n'est-ce pas, de pouvoir assainir les comptes de la presse. Donc, c'est pratiquement tous ces problèmes-là qui font en sorte que les journaux sont gérés comme des épiceries et ça cause un véritable problème. Pour ce qui est du thème, je crois que là, c'est au niveau de l'analyse de contenu et des libertés de la presse. Je pense qu'à ce niveau, il y a quand même une avancée au niveau, n'est-ce pas, des libertés de la presse. Nous voyons des journalistes qui s'expriment, des titres qui paraissent. Bon, ce qui enfreint à la loi, je crois qu'il y a des plaintes individuelles des personnes. Vous n'allez jamais voir que l'État a porté plainte ou l'État s'est saisi de tel jour. Non, c'est des individus qui se sentent blessés dans leur amour-propre, dans leur honorabilité, qui portent plainte. Donc moi, je pense que pour ce qui est de la thématique, il y a véritablement une avancée au niveau de la presse. Mais la problématique que je ne voudrais pas que les gens installent dans l'opinion publique, c'est de croire que vous allez lancer votre entreprise et c'est l'État qui va venir vous aider. Ça, il faut qu'on enlève ça dans l'opinion publique parce qu'on a mis l'aide. Je crois que c'est la décision numéro 17 du 23 septembre 2002 qui a instauré l'aide au ministère de la Com. Et cette aide-là est minorée parce qu'on dit qu'elle est assez insuffisante. Mais il est important également que, comme disait Denis, quand vous vous lancez à l'appel à une aide, il faudrait d'abord que vous ayez une entreprise fiable. En termes, n'est-ce pas, de personnel, en termes de prestations de services rendus, mais en termes aussi d'influence. Et c'est à partir de ce moment que l'État peut venir booster ce journal. Mais vous allez aussi, il faut faire aussi une étude des patrons de presse. Qui est patron de presse? Parce que quand vous faites l'étude des PME, vous allez constater que toutes les entreprises des PME qui n'ont pas de leaders formés, qui n'ont pas de gestionnaires à leur tête, ne dure pas longtemps, ça fait un maximum 2 ou 3 ans de vie. Donc vous allez constater aussi que la plupart des investisseurs sont pratiquement aussi des hommes d'affaires qui n'ont pas une vision du métier, qui n'ont pas une formation du métier et qui par conséquent sont des gens qui sont à la recherche des primes, des fortunes et par conséquent l'entreprise de presse meurt. Alors Denis Kobo, en quelques minutes pour sortir de ce sujet, la presse camerounaise est-elle libre? Si oui, comment le démontre-t-on? Sinon, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'elle soit libre? Alors, je voudrais d'abord rectifier ce que notre confrère du Guardian Post a dit tout à l'heure. Il a dit dans un pays primitif comme le nôtre. Moi, je ne vis pas dans un pays primitif. Et je ne vivrai jamais dans un pays primitif. Je vis dans un pays qui est indépendant depuis les années 60. Et je me considère comme un citoyen libre. Cela dit aussi, la presse n'a pas vocation à être pour ou contre le gouvernement. La presse n'a pas vocation à être pour ou contre l'opposition. Ça, il faut évacuer cela des assertions ou des analyses qui concernent le monde des journalistes. La presse a vocation à collecter des informations aux sources et à les mettre à la disposition du public. Voilà tout notre travail. On n'a pas vocation à être contre ou pour. Si ce préalable-là n'est pas évacué, on ne va jamais être en train de parler de la presse. La liberté de la presse n'est pas une notion vague, ce n'est pas une notion théorique, ce n'est pas une notion idéologique. La liberté de la presse voudrait que le travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information se fasse sans entrave. Sans entrave d'où qu'elle vienne. Il ne s'agit pas d'entrave venant du gouvernement ou venant de... Sans entrave tout court. Ça, il faut que cela soit dit. Au niveau de la Fédération internationale des journalistes, la Fédération africaine des journalistes, le constat est que au moins 80%
des atteintes contre la liberté de la presse ne sont pas le fait des États. C'est le fait des groupes criminels, des groupes mafieux, des individus. Plus de 80%. Donc il faut faire très attention. Quand on parle de liberté, nous on réclame la juste liberté pour nous d'exercer, point. Si on dirige cette revendication contre X ou contre Y, on ne l'aura pas. Donc les uns et les autres doivent savoir que les journalistes travailleront en toute liberté. Lorsqu'on a dit cela également, il faut penser que la presse camerounaise ne va pas recevoir la liberté sur un plateau en or. La liberté est un état d'esprit, c'est un rapport de force. La liberté pour un journaliste, c'est sa capacité à savoir qu'il ne doit être soumis à aucune influence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc tous les journalistes qui sont aux ordres, qui a obligé les gens à être aux ordres? Qui vous oblige à être aux ordres? Personne ne m'a jamais obligé à être aux ordres. Et à tous mes camarades jeunes, ceux qui sont plus âgés que moi, la discussion permanente, et on est ensemble tous les jours sur les forums des journalistes, c'est que nous n'avons pas de liberté à prendre de quelqu'un, nous avons de la liberté à affirmer, parce que notre métier est un métier de liberté. C'est nous qui affirmons cette liberté-là, c'est nous qui revendiquons lorsqu'il y a entrave à la liberté. Il y a une seule chose qu'on demande aux États, et uniquement aux États, au gouvernement. La FIJ, la FAJ et le SNJC demandent qu'il n'y ait pas impunité pour les crimes commis contre les journalistes. C'est-à-dire que si un gendarme a violé les droits d'un journaliste, parce que la violation des droits est illégale, quel que soit votre statut, nous demandons à l'État de le sanctionner. Si un policier viole les droits d'un journaliste, il faut qu'il soit sanctionné. Si un magistrat le fait, il faut que lui soit sanctionné, parce que les magistrats peuvent aussi être sanctionnés. Si un citoyen quelconque dans un marché arrache une caméra de STV et casse, nous demandons à l'État de réprimer cela. Nous demandons aussi à l'État de réprimer le journaliste qui volontairement viole la loi et les libertés d'autrui. Ça, il faut que cela soit dit. Il ne faut pas rentrer dans les considérations qui ne sont pas des considérations d'autres professionnels. Nous demandons qu'il n'y ait impunité pour personne, ni pour nous, ni pour ceux qui violent nos droits. Si cela est dit ainsi, ce matin, quand nous avons fait la déclaration, nous avons appelé à la compréhension du public. Il faut que le public comprenne dans quelles conditions les journalistes travaillent. Si le jeune sait que le journaliste qui vient, si le citoyen sait que le jeune qui vient vers lui n'a même pas d'assurance, que ce monsieur a fait l'effort de marcher à pied pour venir demander l'information, le citoyen lui donnera l'information. Quelquefois, vous voyez, les actes même des promoteurs des médias, les actes de nos patrons dans des prises d'intérêt obscures, occultes, ça déteint sur le travail des journalistes. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, on dit, vous de tel organe de presse, vous de telle télévision. Oui, parce que les prises d'intérêt des gens qui sont au-dessus des travailleurs posent des problèmes aux travailleurs. Il faut que les gens sachent que nous ne sommes rattachés à nos organes de presse que par le contrat de travail, en droit et en devoir. Lorsque nous remplissons nos obligations vis-à-vis de l'entreprise, nous attendons en retour que nos droits soient respectés. Il n'est pas question de pactiser avec les positions individuelles, les choix qui ne sont pas professionnels des organes de presse. Ça, je parle pour notre chapelle, nous les journalistes. Nous ne devons faire que notre travail parce qu'aujourd'hui, je suis à STV, demain il sera à Equinox, ou à Canal 2, ou à LTM, ou au Messager, ou à Mutation, ou au Quotidien Le Jour. Il n'y a pas, a priori, de chapelle ou de prison pour un journaliste. La liberté aussi, c'est cela. La possibilité pour vous de travailler ici, de travailler ailleurs, sans prendre des positions qui ne sont pas des positions professionnelles. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai compris. Oui, très rapidement, parce qu'on faut qu'on sorte de ce sujet. C'est vrai que je suis plus astreint au secret professionnel, puisque je n'exerce plus comme journaliste. Mais il est important de dire, et Denis Kouabou vient de le dire, il y a un journalisme de réseau. Il y a un journalisme des réseaux et la plupart des journaux qui sont créés, c'est pour servir des réseaux. Et il y a un journalisme idéologique et militant. C'est-à-dire que la presse se substitue à l'opposition pour pouvoir servir ou au pouvoir pour pouvoir servir les intérêts. Mais moi, je parle beaucoup plus de l'opposition parce que c'est cette presse qui est nuisible, qui crée, n'est-ce pas, des fausses informations, qui crée des fake news et qui infecte, n'est-ce pas, l'atmosphère de la presse. Il est important de dire aujourd'hui que lorsque les gens pensent à pouvoir faire une bataille politique, ils pensent à créer un journal.
Et c'est à cela qu'ils assignent ce journal à une ligne éditoriale, c'est-à-dire une thématique, un ensemble de rubriques qui vont permettre, n'est-ce pas, à pouvoir imposer leur vision aux téléspectateurs. Donc, moi, je suis content qu'ils disent aujourd'hui que le journalisme n'est rattaché ni à une idéologie de l'opposition, ni à une idéologie du pouvoir. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. C'est pas ce que nous constatons. Et c'est important de dire aujourd'hui que si la presse veut faire dans le travail qu'il faut, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des articles qui ne se rédigent pas par les journalistes, qui sont envoyés, téléchargés et qu'on publie, et qu'il y a des réseaux qui créent des journaux à foison pour pouvoir, n'est-ce pas, influencer les transactions politiques et la vision politique. Donc aujourd'hui, c'est cette presse-là qui a des problèmes de s'en sortir. Parce que ce que vous ne savez pas également, c'est que lorsque le réseau n'est plus dans les pôles d'opposition, dans les pôles de pouvoir, cette presse est appelée à mourir et elle meurt. Et c'est véritablement ça. Vous allez voir, depuis qu'il y a les perviers, je peux me le permettre de le dire, beaucoup de directeurs de publication sont entrés en chômage. Parce que certains patrons qui finançaient ces journaux sont en prison. Donc, c'est important de le dire qu'il est vrai qu'il faut assainir la presse, mais il faut également que les gens arrêtent le journalisme des réseaux et le journalisme idéologique et militant. Je voulais dire en quelques mots seulement que tout compte fait, le travail de l'immense majorité des journalistes au Cameroun est extraordinaire, c'est exemplaire. Je l'ai dit. Oui, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par les journalistes. Je l'ai dit. Et il faut que le public, et ça, je presse toujours pour nous. Et l'information au Cameroun est travaillée, relayée quotidiennement par... Ces gens travaillent dans des conditions difficiles, mais avec beaucoup de journalistes. Vous avez dit quelque chose sur les sources d'information. Il y a déjà des sources d'information. Toutes les sources circulent déjà dans le net. Maintenant, il appartient aux journalistes de commencer par une enquête pour vérifier ces sources. Parce qu'aujourd'hui, il y a accès à l'information. Les notes même les plus confidentielles de la haute administration circulent dans les réseaux sociaux. Maintenant, il est important à travers ça de dégainer, de commencer par une enquête journalistique pour pouvoir... Petite transition et puis on embraye sur le second sujet du jour.